Bon après-midi. C'est un grand plaisir pour moi de vous présenter mon collègue Christian Vachon. Christian est au Musée McCord depuis maintenant 30 ans. Il est entré au Musée McCord au service de la gestion des collections et il occupe aujourd'hui la fonction de chef de ce service, et depuis bien longtemps aussi. Mais depuis presque 10 ans maintenant, il est aussi conservateur de la collection peinture, estampes et dessins. Et c'est ainsi qu'il se rapproche de son premier amour parce que par sa formation, une maîtrise en études des arts à l'UQAM, Christian est spécialisé en imagerie canadienne du 18e siècle à nos jours, plus particulièrement dans les domaines des procédés d'impression et de la satire graphique. Il étudie le développement de l'imprimerie au 19e et 20e siècle afin de bien comprendre son rôle fondamental dans la diffusion de l'iconographie produite en sol canadien. Et un exemple des fruits de cette approche est le chapitre qu'il a publié sur les origines canadiennes de l'image allégorique de l'oncle Sam, publié en français en 2015 et republié l'année dernière dans un autre ouvrage en anglais. Donc, cet approfondissement de l'histoire de la presse illustrée canadienne amène Christian à se passionner pour la caricature politique et éditoriale. Et il agit depuis en tant que commissaire d'exposition mettant en valeur cette collection de caricatures, composée aujourd'hui de plus de 40 000 dessins, avec la présentation des expositions La fin du monde en caricature et Aislinn, 50 années de caricature, et à venir à l'été 2020, une rétrospective de l'œuvre de Serge Chapleau. En 2012, Christian Vachon est nommé membre honoraire de l'Association canadienne des dessinateurs éditoriaux pour avoir servi l'association de façon exceptionnelle. Et en 2016, celle-ci est rebaptisée l'Association des caricaturistes canadiens. Et Christian est élu au conseil d'administration en tant que conservateur affilié. Alors, sans plus tarder, je passe la parole à Christian Vachon. Merci, Cynthia. Bonjour et bienvenue dans le monde comique, inclusif et bilingue d'un artiste qui se définit davantage comme un fier Montréalais que comme un grand Québécois ou Canadien. Bonjour Terry, merci d'être ici aujourd'hui. Mes salutations à Jacques Goldstein, dit Boris, au Journal de Gazette également. Alors, Aislinn, de son vrai nom, Terry Mosher, un pilier du Journal de Gazette, a célébré ses 50 ans de carrière en 2017 avec une exposition présentée au Musée McCord et un livre en forme de rétrospective de ses caricatures. Un livre qui en est maintenant à sa 4e édition et qui, à la demande générale, est à nouveau disponible à la boutique du musée après une longue rupture de stock. Échelonné sur plus de 50 ans, son œuvre satirique offre, comme vous le verrez, un reflet de la société québécoise dans ses moments les plus beaux comme les moins glorieux. Aislinn a signé certaines des caricatures politiques les plus célèbres de l'histoire politique contemporaine. Elles sont connues pour aborder la délicate question des relations entre les anglophones et les francophones au Québec. Son humour est parfois acerbe et caustique, comme l'indique cette caricature d'Aislinn par Patrick Oliphant. Il n'est pas un ange. Certaines de ses caricatures sont parfois controversées. Je connais Aislinn depuis maintenant une vingtaine d'années. J'ai œuvré à 3 expositions mettant en valeur ses caricatures et présentées au cours des 2 dernières décennies. Un travail qui m'a permis d'explorer le fonds Aislinn, préservé ici au musée. Un fonds actuellement composé de 6 125 dessins et 7,5 mètres linéaires d'archives textuelles. Un travail qui m'a donné aussi l'occasion de mieux connaître l'homme qui se cache derrière l'artiste. Terry Mosher, qui tire son nom de plume du prénom d'une de ses filles, Aislinn, est né à Ottawa
Elle est passée par Québec et a finalement choisi Montréal. D'abord travailleur autonome, il est embauché comme caricaturiste contractuel au quotidien de Montreal Star en 1969, puis il est recruté comme caricaturiste attitré au quotidien de Gazette en 1972. Aislinn navigue dans des eaux étrangères à la majorité des lecteurs francophones. Mes objectifs sont de vous faire mieux connaître son œuvre par le biais d'un point commun, l'histoire du Québec. En revisitant quelques événements marquants de notre histoire contemporaine, à l'aide d'archives et de journaux d'époque, je désire vous montrer la place qu'occupe la caricature éditoriale d'Aislinn dans l'écriture graphique de ces mêmes événements, dans leur représentation dans notre imaginaire collectif. Mais d'abord, un rapide aperçu du parcours de l'homme. Cette caricature de Boris, alors merci Jacques de me permettre de l'utiliser, en dit long sur la carrière et les intérêts de l'homme. Son amour de Montréal est symbolisé par un cône orange. Sa passion pour les Canadiens est représentée par le chandail de Maurice Richard qu'il porte. Sa passion pour les expos de Montréal, la balle de baseball, s'empile autour de lui les matériaux qu'il a utilisés, ainsi que tout le café qu'il a bu pour dessiner les quelques 13 000 dessins qu'il signe au cours de sa carrière. Au mur sont accrochés les portraits des nombreux rédacteurs en chef auxquels il a dû et doit soumettre encore ses dessins. En 2001, il est nommé au conseil d'administration de la mission Old Brewery. En 2003, il est désigné officier de l'Ordre du Canada. En 2007, il reçoit un doctorat honorifique en lettres de l'Université McGill. Aislinn entreprend le métier de caricaturiste à un moment charnière de notre histoire. Et ses premiers dessins témoignent des importants changements sociaux qui s'opèrent autour de lui. Après avoir accueilli l'Exposition universelle de 1967, Montréal et le Québec n'ont plus jamais été les mêmes. J'attire votre attention sur les jeunes danseuses que l'on aperçoit dans l'encadré rouge. Malgré son ouverture sur le monde, stimulée par le succès phénoménal d'Expo 67, Montréal a trouvé le moyen de se ridiculiser en forçant des danseuses des ballets africains, une troupe de danse de la République de Guinée, à porter un soutien-gorge pour présenter leur spectacle à la Place des Arts. Les ballets africains effectuent une tournée pan-canadienne à l'automne 1967. Ils dansent sans problème à Chicoutimi, à Sorel, à Sherbrooke et à Québec. Le 6 décembre 1967, l'escouade de la moralité de Montréal effectue une descente à la Place des Arts. Elle prend des photos et accuse plusieurs danseuses guinéennes se produisant les seins nus de participer à un spectacle immoral. Un sujet en or pour la toute première caricature d'Aislinn, publiée dans un quotidien montréalais. L'affaire des ballets africains est devenue depuis un code célèbre en censure au Québec. La caricature ironise sur les nombreuses copies des photographies des danseuses que les policiers se font tirer. Et voici l'original que nous avons ici dans la collection. De Trudeau à Trudeau résume bien le parcours professionnel d'Aislinn. C'est le titre de son dernier livre, où il raconte sa carrière qui va du gouvernement de Trudeau père à celui de Trudeau fils. Aislinn commence à s'adonner à la caricature lorsque Lester B. Pearson, qui se retire de la politique, annonce que le nouveau chef choisi par le parti est Pierre Elliott Trudeau, un homme que Pearson avait recruté et nommé ministre de la Justice au sein de son cabinet. Sa profession l'amène d'ailleurs à rencontrer ces deux hommes qu'il va caricaturer de nombreuses fois.
Les élections fédérales canadiennes de 1968 se déroulent le 25 juin. Le Parti libéral du Canada est élu en tant que gouvernement majoritaire avec Pierre Elliott Trudeau. Un vent de Trudeau-manie souffle. Trudeau prend les commandes du pays, qu'il dirigera plus longtemps que tous ses prédécesseurs, sauf Mackenzie King et Sir John A. Macdonald. Beaucoup de jeunes Canadiens à cette époque, influencés par la contre-culture des années 1960, s'identifient à Trudeau, perçu comme jeune, énergique et anticonformiste. Ils étaient également impressionnés par son charme et son apparence. Pierre Elliott Trudeau devient la première tête de Turc d'Aislinn. Au cours de ses premières années à Montréal, Aislinn travaille également en tant que pigiste. Les conditions de son contrat avec le quotidien de Montreal Star lui permettent de travailler comme caricaturiste indépendant pour d'autres publications, à l'exception de leur principal compétiteur, le Journal de Gazette. Aislinn signe à ce moment plusieurs caricatures pour des publications bien établies telles Time, Maclean's, The Toronto Star et en français dans le magazine Maclean. Telle cette caricature du président du Conseil central des syndicats nationaux de Montréal, Michel Chartrand, lorsqu'il est arrêté le 10 novembre 1969. Il est accusé par le ministre de la Justice, Rémy Paul, d'avoir prononcé des paroles subversives lors d'un discours livré à Québec devant plus de 2000 personnes. On reconnaît ici, dans cette caricature publiée dans le Maclean's, le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social, John Munro. Munro a convaincu le Parlement en 1969 d'instituer une commission nationale d'enquête chargée d'examiner la pertinence des politiques pénales en matière d'usage non médical de toute drogue. Alors, l'histoire se répète. L'écrivain Mordecai Richler, en couverture du Time. D'autres caricatures traitent de l'actualité culturelle. Robert Charlebois, pour le Maclean's. Le poète Claude Péloquin, qui nous a quittés récemment le 25 novembre dernier. Péloquin est l'auteur de la chanson Lindbergh, interprétée par Charlebois. Et le chanteur montréalais Léonard Cohen, dans cette caricature illustrant un billet du critique musical Johan Rodriguez, qui voit en Cohen le compositeur le plus populaire de sa génération en Amérique après Bob Dylan. La crise d'octobre représente un terreau fertile pour Aislinn. La jeunesse du Québec des années 1960, l'une des plus instruites de son histoire, milite pour une transformation de la société. Des groupuscules qui optent pour une révolution plus radicale passent à l'action. Le 15 octobre 1970, le ministre Jean Marchand, que l'on aperçoit ici aux côtés de Pierre Elliott Trudeau, donne un ultimatum aux terroristes de libérer leurs otages. Suite à leur refus de négocier, le gouvernement de Pierre Elliott Trudeau invoque la loi sur les mesures de guerre afin de contrer le Front de libération du Québec, le FLQ, qui veut renverser le gouvernement québécois. Aislinn représente alors Trudeau en Captain Canada, un super-héros dont l'image s'oppose à celle de l'homme décontracté qu'on lui attribuait jusqu'alors. Le ministre Jean Marchand déclare que près de 3000 membres armés du FLQ ont infiltré les endroits stratégiques de la province du Québec. La même journée, la Sûreté du Québec procède à plus de 450 arrestations aléatoires d'individus soupçonnés d'affiliation avec le FLQ. Si vous remarquez bien, c'est les bottins des villes de Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières. C'est les listes de suspects. Les instances policières sont à la recherche des kidnappeurs qui demeurent introuvables. Pour le ministre québécois de la Justice, Jérôme Choquette, les choses se présentent mal, très mal. Jérôme Choquette est un acteur clé de la crise d'octobre. Il faisait partie du gouvernement de Robert Bourassa, qui a approuvé le recours à la loi sur les mesures de guerre et a fait arrêter des centaines de personnes.
On reconnaît ici l'avocat et militant indépendantiste Robert Lemieux, un ardent défenseur des membres du Front de libération du Québec. Maître Lemieux gagne en notoriété lors de la crise d'octobre 1970 en agissant à titre de négociateur du FLQ auprès du gouvernement. Cette caricature inédite de Lemieux, représentée comme un agent de voyage qui organise le transport des felkistes vers Cuba, a été refusée par The Montreal Star. Elle aurait été publiée la même journée où le ministre Pierre Laporte est retrouvé mort. La comparution des principaux suspects prend place à la fin de l'année 1970. Aislinn est l'un des dessinateurs de presse admis à la Cour. Il réalise des croquis d'audience, c'est-à-dire des dessins d'après nature, croqués au cours d'un procès et publiés dans les médias suivant l'actualité judiciaire. Le croquis d'audience permet d'illustrer une affaire judiciaire sans enfreindre les lois interdisant toute prise de vue photographique ou cinématographique au cours des audiences. Le musée possède plusieurs de ces croquis réalisés au cours du procès des felkistes, des dessins qui possèdent une portée historique indéniable. J'attire ici votre attention sur comment la composition d'un journal peut modifier l'impact d'une image. À la une du journal, le portrait de Jacques Rose est légèrement incliné vers le haut afin de lui donner un air plus frondeur. Regardez la signature. On l'a relevé. Et la vue sur la salle de cour où se tient le procès au Palais de justice de Montréal. Alors, dans un registre moins grave, les Jeux olympiques de 1976, désirant s'affirmer comme l'une des villes les plus prestigieuses du monde, Montréal poursuit sa quête d'une reconnaissance internationale. Après l'exposition universelle, on doit au maire Jean Drapeau l'obtention des Jeux olympiques de 1976. C'est le 12 mai 1970, lors d'un vote tenu à Amsterdam, que la ville de Montréal est choisie. Des polémiques fusent rapidement sur le coût des installations sportives. Drapeau réplique qu'il n'y aura pas de déficit. Il affirme qu'il est aussi impossible pour les Jeux olympiques de Montréal de produire un déficit que pour un homme d'attendre un bébé. Lors d'importants dépassements de coûts annoncés le 20 décembre 1974, Aislinn représente le maire au téléphone avec Henry Morgentaler, un médecin canadien pratiquant l'avortement. La construction du stade olympique n'est pas terminée lors de la tenue des Jeux en 1976, en particulier sa grande tour penchée de 18 étages. Aislinn en rend compte dans ce croquis publié au cours des Jeux. La jeune gymnaste roumaine Nadia Comaneci et l'haltérophile soviétique Vassili Alexiev en sont les héros. Comaneci devient la première gymnaste à obtenir la note parfaite de 10, un exploit qu'elle réussit à 7 reprises. On retrouve toute sa grâce en quelques lignes à peine esquissées. Alors qu'Alexiev renouvelle son titre de champion olympique de super lourd, c'est toute la force brute de l'athlète que nous suggèrent cette fois-ci ces quelques traits. La construction du stade olympique de Montréal a coûté 1 milliard de dollars, soit 3 fois plus que la somme prévue initialement. Une commission d'enquête présidée par le juge Albert Malouf blâme sévèrement l'administration du maire Jean Drapeau dans un rapport rendu public en 1980. M. Drapeau, qui n'a jamais terminé la rédaction de sa réponse au juge, est représenté par Aislinn sur l'enclume, en train de dormir, sa réponse inachevée à la main. On n'y échappe pas, les deux solitudes. Dans son roman « Two Solitudes », publié en 1945, l'écrivain Hugh McLennan propose cette expression pour désigner les problèmes de communication et les différences culturelles entre les deux principales communautés linguistiques du Québec. Cette notion des deux solitudes
incapable de s'entendre sur les destinées du Québec, devient un thème récurrent chez Aislinn au cours des 2 prochaines décennies. L'isolement et les problèmes de communication qui caractérisent les Canadiens anglais et les Canadiens français n'ont jamais été aussi drôlement illustrés que dans cette caricature publiée quelques semaines avant l'élection du Parti québécois en 1976. C'était une période de conscience pour les anglophones, selon Aislinn. Le clivage entre les 2 groupes culturels est transposé ici avec ces 2 petits chiens qui s'accusent mutuellement, un bulldog anglais et un épagnol français. Cette caricature est publiée quelques mois avant l'échec du lac Meech, sous le titre « Gestalt canadienne ». La Gestalt est un mode de thérapie centré sur la manière dont chacun gère le contact avec son environnement, et plus particulièrement le contact avec autrui. Dans cette entrevue publiée au Devoir, le journaliste Philippe Papineau demande à Aislinn si ça en est fini des bonnes vieilles 2 solitudes. « Non, répond-il, elles existent encore, mais elles sont beaucoup plus conscientes l'une de l'autre qu'avant et sont plus entremêlées aussi. Il y a eu un temps où je recevais des lettres qui disaient « C'est un journal anglophone, pourquoi tu utilises des mots en français? » Et là, plus jamais ça n'arrive. Ce qui devait arriver, arriva. L'élection générale québécoise de 1976 est l'élection qui a secoué le Canada. Plus de 3 millions de Québécois se rendent aux urnes et portent un gouvernement souverainiste au pouvoir. Cette soirée fut l'une des plus électrisantes qu'Aislinn ait vécues à Montréal. Même si les sondages laissaient entrevoir une possible victoire du Parti québécois, personne, ni même René Lévesque, n'aurait pu prédire la teneur des résultats. Plus tôt dans la journée, Aislinn dessine les caricatures des 2 chefs de parti, René Lévesque et Robert Bourassa. Debout, l'un à côté de l'autre, mais sans aucune idée de ce qu'il leur fera dire. En déambulant dans la salle de rédaction du journal de Gazette, il remarque les visages consternés des journalistes lorsqu'ils prennent connaissance des résultats du vote et se dit qu'ils auraient bien besoin d'un Valium. « OK, tout le monde, prenez un Valium » et sans aucun doute l'une des caricatures éditoriales les plus célèbres des 50 dernières années de vie politique au Québec et la plus connue d'Aislinn. Pour cette raison, le musée McCord l'a présentée dans le cadre de son exposition « 90 trésors, 90 histoires, 90 ans ». Peu après l'élection du gouvernement péquiste, de Gazette titre à la une que le maire Drapeau, un fédéraliste modéré, promet de soutenir le Parti québécois. Cette déclaration est transposée littéralement dans un dessin auquel Aislinn n'a pas pu résister, mais qu'il n'espérait pas voir publié. À cette époque, et le rédacteur en chef et l'éditeur du journal devaient approuver la publication de ces caricatures. Mais cette journée-là, ils étaient tous les 2 à l'extérieur de la ville. Jamais de Gazette n'avait publié une caricature aussi grivoise. Et jamais elle n'avait obtenu autant de succès avec l'une de ses caricatures. En utilisant une référence sexuelle explicite, ce dessin marque le début d'une nouvelle ère pour la caricature éditoriale canadienne. Une ère plus permissive où le caricaturiste, qui accède au statut de vedette du journal, devient un agent stimulant ses ventes. Les années 1976-1995 ont été particulièrement mouvementées sur la scène politique québécoise. De la victoire du Parti québécois en 1976 à la tenue de 3 référendums sur le statut politique du Québec en 1980, en 1992 et en 1995, Aislinn immortalise en caricature cette lutte de pouvoir qui oppose le Québec au reste du Canada. En 1976, le journal de Gazette décrit le style de son caricaturiste vedette comme acerbe, actuel et amusant. C'est le début d'une période très créative chez Aislinn qui se nourrit des événements marquant le débat sur la question nationale. 36 ans plus tard, il confie au journal Urbania
Quand tous les Anglos angoissaient pour leur compte en banque, moi, je triplais mes revenus. Le monde entier voulait des caricatures du Québec. L'adoption de la loi 101, le 26 août 1977, suscite et attise un mouvement de révolte contre la majorité francophone. La Charte de la langue française est décriée par les médias anglophones et plusieurs croient à la répression linguistique. Cette caricature illustre les réactions ambivalentes de la communauté anglo-québécoise envers la loi 101. Elle est inspirée d'une conversation entre un journaliste francophone, social-démocrate, et un collègue de Toronto au cours d'un dîner qui prenait place en compagnie d'un traducteur. La victoire du Parti québécois et l'adoption de la loi 101 entraînent l'exode de sièges sociaux et de non-francophones de Montréal. Plusieurs anglophones n'apprécient pas le stéréotype qui les décrit comme de riches citoyens de Westmount, et Aislinn attaque ce mythe en dessinant deux anglo-montréalais de la classe ouvrière qui déménagent leur siège social. Le débat sur la question référendaire s'ouvre à l'Assemblée nationale le 4 mars 1980. Pour René Lévesque, le référendum va constituer le premier exercice par le peuple québécois de ce droit fondamental de tous les peuples qui est celui d'orienter eux-mêmes leur destin et qu'on appelle couramment le droit à l'autodétermination. Les logos des deux comités lors du référendum. Claude Ryan, le chef du Parti libéral du Québec, mène la campagne du non. Tous les arguments ont été présentés et débattus dans les deux camps, qui bien souvent se transforment en marchands de peur. Le 9 mars 1980, en pleine campagne référendaire, la ministre péquiste Lise Payette compare les sympathisants du non à une Yvette, une petite fille soumise qu'on voit dans des manuels scolaires. Elle affirme aussi que Claude Ryan est marié à une Yvette. Ces affirmations déclenchent la colère des femmes fédéralistes. Plus de 14 000 d'entre elles se rassemblent au Forum de Montréal le 7 avril 1980. Organisée par le Comité des Québécoises pour le non, la manifestation connaît un succès qui sort Claude Ryan et le camp fédéraliste de leur mauvaise position dans les sondages. On reconnaît ici Corinne Côté-Lévesque, l'épouse de René Lévesque, qu'Aislinn associe ironiquement aux Yvettes. Claude Ryan et le premier ministre Pierre-Éliott Trudeau réussissent à convaincre les Québécois de rejeter l'option péquiste de René Lévesque avec 59,6 % des voix pour le non. Publié à la une de la Gazette le lendemain du référendum, cette caricature utilise une expression populaire décrivant à quel point une relation sexuelle a été satisfaisante. Cette photo en dit long sur la relation qui prévaut entre les deux hommes politiques. La balle est maintenant dans le camp fédéraliste. Le premier ministre du Canada souhaite alors rapatrier la Constitution canadienne afin que le pays devienne apte à la modifier sans l'accord du Royaume-Uni. Aislinn a intitulé cette caricature « The Constitution Tree », l'arbre de la Constitution, que Pierre-Éliott Trudeau s'apprête à planter. René Lévesque est écarté des négociations et le Québec se retrouve exclu de l'entente conclue avec les autres provinces. Il annonce le 25 novembre 1981 que le Québec opposera son veto à la démarche de rapatriement. Le rapatriement de la Constitution canadienne entre en vigueur le 17 avril 1982, lorsque la reine Élisabeth II sanctionne la loi de 1982 sur le Canada à Ottawa, la loi qui fait du Canada un État officiellement indépendant. Le 29 février 1984, Trudeau annonce son intention de se retirer de la politique active. Perçue au Québec comme déloyale, puisque la province ne l'a jamais approuvée, la loi constitutionnelle de 1982 fait chuter la popularité des libéraux et favorise la victoire du progressiste
conservateur Brian Mulroney à l'élection fédérale de 1984. Dans le but de faire adhérer le Québec à la nouvelle Constitution, tout en lui reconnaissant le statut de société distincte, Brian Mulroney négocie en 1987 l'accord du lac Meech, une réforme constitutionnelle qualifiée de monstre par ses détracteurs. Aislinn personnifie ici le monstre du lac Meech en lui donnant le visage de Brian Mulroney. Après Pierre Elliott Trudeau, Jean Drapeau et René Lévesque, Brian Mulroney incarne la nouvelle tête de Turc d'Aislinn. Cette caricature illustre les causes de l'échec de l'accord du lac Meech, négocié par Brian Mulroney. Elijah Harper, seul député autochtone de la législature manitobaine à l'époque, s'est levé devant l'Assemblée avec une plume d'aigle à la main et a refusé de ratifier l'accord du lac Meech. Et le premier ministre de Terre-Neuve et Labrador, Clyde Wells, s'est objecté à la provision légale de sociétés distinctes pour le Québec. Se posant en défenseur des aspirations des Québécois, le premier ministre Robert Bourassa fait élire un deuxième gouvernement majoritaire le 25 septembre 1989. Le Parti québécois et son chef, Jacques Parizeau, forment l'opposition officielle. Au cours de l'été 1990, la crise d'Oka oppose les Mohawks de Kanesatake au gouvernement Bourassa pendant 78 jours d'affrontements. En guise d'appui, les Warriors, un groupe de Mohawks de Kahnawake, bloquent l'accès au pont Honoré-Mercier et provoquent un engorgement monstre à Montréal aux heures de pointe. Aislinn imagine la capture d'un autre pont de la Rive-Sud par les Warriors. Informé du comportement autoritaire de certains policiers de la Sûreté du Québec pendant la crise d'Oka, le caricaturiste se montre assez impitoyable envers eux dans ses dessins. Suite à l'apparition de cette caricature, le service des affaires publiques de la Sûreté diffuse un communiqué où l'on accuse les médias anglophones, dont son journal, d'entretenir des préjugés antipoliciers. Un communiqué qui devient le sujet d'une autre caricature. Au cours de l'été 1990, les corps policiers sont sous les feux de l'actualité pour d'autres raisons. Un kiss-in dénonçant la répression policière des homosexuels prend place à Montréal le 16 juillet 1990. Aislinn trace un parallèle entre les deux événements. En mars 1992, le premier ministre Brian Mulroney relance les négociations constitutionnelles avec les provinces afin de remplir les promesses de l'accord du lac Meech envers le Québec, notamment sa reconnaissance comme société distincte au sein du Canada. La caricature représente les 10 provinces canadiennes comme autant de chiens de traîneau qui se dirigent dans des directions différentes. Le nouveau projet de réforme constitutionnelle sera rejeté lors du référendum sur l'accord de Charlottetown tenu le 26 octobre 1992. L'échec de l'accord du lac Meech entraîne une hausse du soutien aux souverainistes au Québec et le Parti québécois remporte les élections provinciales en septembre 1994. Le parti organise un référendum sur la souveraineté du Québec au cours de l'année suivante. Les affiches du camp du oui. Inspire à Aislinn cette caricature. Voici la question référendaire de 1995. Le projet est rejeté par une faible majorité de 50,6 % pour le camp du non. Le premier ministre Jacques Parizeau prononce un discours amer sur l'argent et les votes ethniques. M. Parizeau a refusé de prendre le discours que lui avait rédigé Jean-François Lisée, et il a eu cette déclaration qui le suivra pour le reste de sa vie.
Il quitte alors la vie politique. Dans cette caricature publiée le lendemain, les Montréalais des deux camps renouent rapidement avec leurs principes de bon voisinage. Un changement de projet social caractérise le Québec post-référendum. On parle dès lors de déficit zéro et de finances publiques en meilleure santé. Je ne m'attarderai pas sur l'histoire de cette période. Je veux surtout vous montrer rapidement l'évolution du style d'Aislinn à travers quelques personnages et événements. Si on revient un peu en arrière, après l'échec de Meech, Lucien Bouchard est rejoint par plusieurs collègues conservateurs et libéraux du Québec qui fondent avec lui le Bloc québécois, un parti souverainiste pour représenter à Ottawa les intérêts du Québec. Lors des élections fédérales canadiennes de 1993, le Bloc québécois remporte 54 des 75 circonscriptions québécoises et Lucien Bouchard devient le chef de l'opposition officielle à Ottawa. En 1996, Lucien Bouchard démissionne de son siège à la Chambre des communes et devient le chef du Parti québécois et le premier ministre du Québec. Après sa victoire aux élections générales québécoises du 30 novembre 1998 contre Jean Charest, Lucien Bouchard sera aux commandes du Québec jusqu'en 2001. De 1995 à 1998, la ministre responsable de l'application de la Charte de la langue française, Louise Beaudoin, semble toucher le nerf sensible de la communauté anglophone chaque fois qu'elle prononce une déclaration sur le sujet. Subséquemment, Aislinn la caricature plus que quiconque dans le cabinet du Parti québécois en la représentant comme une dominatrice et non la louve des SS, comme plusieurs chroniqueurs le croient. Et là, je ne peux pas m'empêcher de vous montrer cette mise en abîme illustrant les aspirations de Martine Ouellette envers la chefferie du Parti québécois. On reconnaît ici les chefs des 5 principaux partis fédéraux à l'occasion du premier débat en français lors de la campagne des élections fédérales canadiennes de 2015. Alors, Gilles Duceppe, Thomas Mulcair, Stephen Harper, Elizabeth May et Justin Trudeau. Aislinn, qui s'est longtemps amusé à dépeindre avec des traits réalistes des politiciens mythiques, des politiciens mythiques comme Pierre Elliott Trudeau, Jean Drapeau et René Lévesque, s'ennuie un peu avec la politique québécoise actuelle. Les tensions se sont évaporées, il n'y a plus de présence forte comme Lucien Bouchard, à son avis. Il y a eu un mauvais moment à passer avec Pauline Marois, et puis plus rien, ajoute-t-il. Pauline Marois est la première femme à être élue première ministre du Québec. De 2012 à 2014, elle est à la tête d'un gouvernement minoritaire. Aislinn s'inspire de la vidéo controversée de la chanteuse Miley Cyrus pour la représenter se balançant sur un boulet de démolition. Cette caricature devient virale sur les médias sociaux et récolte plus de 200 000 hits. Aislinn expérimente alors avec des logiciels d'assistance graphique de nouvelles possibilités pour créer des images satiriques. Et chaque nouveau venu qui surgit dans la sphère politique canadienne lui donne l'occasion de s'exercer au collage et à la retouche numérique. Andrew Scheer est transformé ici en Alfred E. Newman, la mascotte du magazine Mad. Voici un autre exemple de retouche numérique avec Wonder Woman, un film de super-héros américain sorti en 2017. Le personnage, ici dans sa version dessinée par DC Comics, possède des qualités d'une combattante et d'une intellectuelle, tout en ne faisant pas disparaître ses caractéristiques féminines. Elle est dépourvue de stéréotypes et devient l'égale de l'homme. Aislinn transforme Wonder Woman en Valérie Plante lorsque celle-ci remporte les élections municipales de 2017 à Montréal. La caricature est publiée à la une de son journal et obtient beaucoup de succès.
La lune de miel ne dure toutefois pas longtemps. Valérie Plante avait promis en campagne électorale de ne pas augmenter les impôts fonciers au-delà de l'inflation. Mais les Montréalais se réveillent avec une hausse de taxes au-delà des promesses. Une société qui est capable de rire d'elle-même est une société saine. Les meilleures caricatures sont celles où on se moque de nos travers, et non ceux du camp adverse. On se rappelle tous le conflit de travail entre Montréal et ses policiers. Aislinn illustre ici les uniformes des policiers des grandes villes canadiennes. Toronto, Vancouver et Montréal. Et il n'y a aucune exagération ici. En d'autres circonstances, Aislinn doit composer qu'une actualité tragique. La caricature devient alors l'expression des condoléances de la collectivité. Les symboles utilisés participent à la douleur d'autrui. Dans cette caricature publiée le lendemain de l'attentat de la Grande Mosquée de Québec, le drapeau québécois est en berne. Bonhomme a retiré sa tique et verse une larme. Une caricature réussie respecte ce que j'appelle la règle des 3 R. Elle doit faire rire, réagir et réfléchir. J'inviterai maintenant Aislinn à me rejoindre. J'aimerais lui poser quelques questions sur son métier. Oui. Aislinn, vous considérez-vous comme un journaliste? Un moment. Oui. Alors, Christian, j'ai reçu votre questionnaire. Présentement, je suis en vacances à Caroline du Sud. J'ai écrit mon réponse en anglais. Can we work with that? Sure. Yeah, okay. And we can. Okay. Je vais traduire. Oh, une autre chose, nous avons un éléphant dans la chambre. Les caricatures la semaine passée au sujet de CAQ, but we'll talk about that after. Okay. Okay. Bon. À vous. À moi, vous considérez-vous comme un journaliste? Not according to the classic definition in terms of being a news gatherer. We don't gather news, we reflect on it, much like a columnist or a chroniqueur or someone like that. However, we do it like a columnist, but in a more satiric way. We don't depend on facts much. It's more on impressions or a feeling. If we see smoke, we presume there's fire. But we're allowed to exaggerate. We have more freedom than anybody else at the newspaper. Chapelot, myself, we have a wonderful freedom. Every once in a while we go too far, but hey, we're human, right? Alors, si je résume rapidement, non, il ne se considère pas comme un journaliste si on pense à la définition classique du journaliste, qui est celui de récolter, de reporter des nouvelles. À la place, ils vont commenter des nouvelles, un peu comme les columnistes ou les chroniqueurs vont faire, mais dans une façon un peu plus humoristique. Ils ne sont pas assujettis aux faits. Au contraire, c'est plus des impressions et ils vont utiliser l'exagération ou l'hyperbole pour faire un point, pour gagner un point. Pretty good. Thank you. Croyez-vous que vos caricatures contribuent à écrire l'histoire? Yes, I think they can do that. Cartoons drawn by many individuals have swirled around important issues throughout Canadian and Quebec history. Some politicians may even say that, like flies, many of these cartoons are then used as illustrations of those events in one way or another, for they are remembered as succinct summations of not only the events themselves, but also a record of the public attitude towards them at the time. The Valium cartoon is a good example. Mm-hmm. A funnier one is Gilles Duceppe and Serge Chapelot with the shower cap. Wonderful. And, you know, he never lived that cartoon down. So it's history. It's definitely part of history, like it or not. So many of these individuals, certainly John Diefenbaker, is remembered only as how the cartoonist Duncan McPherson drew him. Mm-hmm.
So yes, we're part of history, I believe. Alors, Aislinn a répondu par l'affirmative. Oui, les journalistes, les caricaturistes peuvent contribuer à écrire l'histoire. Ils ont souvent représenté des politiciens et ces caricatures-là servent d'illustration aujourd'hui dans les manuels d'histoire. Dans son cas, sa caricature OK, tout le monde, prenez un Valium, est un bon exemple d'une caricature qui est retenue par l'histoire. Question suivante. Quelle est la place de la caricature au sein des médias sociaux? Do you mean political cartoons? Right? Yes. Yeah, okay. I see them being in much the same way as the above answer, but in a far more widespread manner. Cartoons are everywhere on the internet, in some cases being shared millions of times. Undoubtedly, this is the future of cartooning. There's no question about it, because quite honestly, newspapers are ghost ships, you know. I don't like it, but it's the way we are. The only problem for now is how a younger cartoonist will be paid properly for the work. That's it. Alors, si on parle de caricature politique, oui, elles ont leur place au sein des médias sociaux. Elles sont très, très diffusées et dans certains cas, elles sont partagées des millions de fois. Sans aucun doute, c'est le futur de la caricature éditoriale. Le seul problème, c'est comment faire pour un jeune caricaturiste d'être correctement rémunéré pour son travail. Et c'est même le cas aussi pour des journalistes dont les textes sont diffusés sur Internet. Il n'y a pas de rémunération comme telle. Question suivante. Comment la technologie a modifié votre pratique artistique? Dramatically. For everybody, and even how we perceive cartoons. There are huge changes because of technology. When I started cartooning, newspapers could not reproduce gray tones or color. Therefore, I rapidly adopted a technique of careful pen and ink work to suggest shading, black and white cross-hatching, suggesting shadows and details. When computers came along, this was no longer a problem. So although I still enjoy drawing in the old-fashioned way from time to time, I've discovered a whole array of possibilities through the computer in terms of how I will deliver the final cartoon. I enjoy the fact that these will surprise the reader in being strikingly different. For example, you can't Robert Lapalme, the great Quebec cartoonist, once said that you become a victim of your technique. That's no longer true. You don't have to draw the same way day after day after day. You can create, as Chapleau has done. Chapleau has adopted very well. But then he draws well, so he can do that. Good enough? Okay. Merci. Alors, il dit que la technologie a effectivement beaucoup modifié sa pratique artistique. Lorsqu'il a commencé, la façon que les journaux étaient imprimés, on ne pouvait pas reproduire les tonalités de gris. Alors, ça demandait des techniques de dessin assez complexes, comme le cross-hatching, et il devait penser à différentes façons pour représenter des tons gris dans ses dessins. Alors, les ordinateurs ont changé tout ça, les logiciels d'assistance graphique, et ça donne un paquet de possibilités. Aislinn adore encore dessiner de la façon traditionnelle, mais l'ordinateur a ouvert pour lui tout un champ de nouvelles possibilités. Aimez-vous être caricaturé par vos collègues? Yeah. It gives me some insight into how other professionals see me. Monsieur Boris, par exemple, it's wonderful. It's very funny. I could look at that thing for a long time. I discover things about myself in the caricatures of Boris, anyway. It's quite surprising how different each of these caricatures are from each other in terms of my expression shown beyond the obvious beard and white hair.
of all of these excellent cartoons of me, I think I like the one drawn by Patrick Oliphant the most, as it captures me in my impish and devilish character in the 90s. The 80s. I was a little wild. I've settled down since, but I lived. Okay. So there we go. Alors, juste pour traduire rapidement, oui, il apprécie se voir dessiné par d'autres caricaturistes. Peut-être que l'une de ses préférées, c'est celle-là de Patrick Oliphant. Patrick Oliphant, c'est un Australien qui a émigré en Amérique, 2 prix Pulitzer. Il dessine au Denver Post et il a réalisé cette caricature-là d'Aislinn en 1993. Est-ce que votre longue amitié avec Serge Chapleau a influencé votre travail? No. Serge has never influenced my technique, my actual drawing technique, but I do enjoy and learn a great deal from him. His caricatures of prominent Quebec politicians in both his cartoons and with his puppets on Le Flac, the television show. Frankly, Serge is a lot more plugged into the Quebec establishment on so many levels than I am, so I get to piggyback along on his insights. I sometimes have to phone him and say, "Who the hell is that?" Serge, yeah, he's wonderful. Anyway, I've really benefited from the friendship with Chapleau. We both have, yeah. I remember going to Pittsburgh with once, and I won't tell that story. Oh, you already started. Another time. Alors, il répond à Aislinn que non, Serge n'a jamais vraiment influencé sa technique de dessin. Mais il apprécie beaucoup ses caricatures et apprend beaucoup d'elles, ces caricatures de politiciens québécois connus. Puis, et dans ses caricatures et dans son émission de télévision, ici, La Flac, à Radio-Canada. Pour lui, Serge est beaucoup plus branché dans l'establishment québécois et à différents niveaux que lui. Alors, Serge peut lui être très, très utile lorsqu'il veut apprendre des choses sur le Québec. Alors, merci Terry. OK. Aislinn et Chapleau n'hésitent pas à s'auto-caricaturer ensemble pour notre grand plaisir. Ils se connaissent depuis maintenant une quarantaine d'années. Et leur complicité est palpable. Et j'aimerais... Est-ce que Marilyn est ici? Elle n'a pas pu venir. Marilyn a pris une série de photos ici. Ça date d'une 20aine d'années. Et elle avait demandé à Serge Chapleau et à Terry Mosher d'apporter un journal. Et là, j'aimerais juste vous en montrer quelques-unes. Parce que la chimie, l'amitié entre les deux hommes est vraiment palpable et évidente ici. Alors, c'était photographié au 3e étage du musée. Là. Ainsi s'achève ma présentation. Merci de votre attention. Oui, alors... Non, s'il vous plaît. Un moment, s'il vous plaît. Ma caricature la semaine dernière au sujet du CAQ. Du CAQ. De la CAQ. De la CAQ. De la CAQ. You see why you're lying? We don't understand gender in English. We just don't understand it. It's very complicated. So we don't say la or we don't say le. We say le. It's funny. La réaction, c'est extraordinaire. Notre bon ami Richard Martineau a fait des remarques dans le Journal de Montréal. Richard doesn't know me very well. Il dit Aislinn est un anglophone. Well, that's pretty obvious. No great insight there. Il dit que Terry Mosher est un juif.
Well, not that it matters, but I'm not Jewish. I'm a failed Anglican. Il suggère que je suis complètement contre les francophones. I don't like that. Je suis contre les politiques de CAQ. De la CAQ. Thank you. Keep that going. Particularly, I find their policies towards immigrants odious, even racist. I mean, I love immigrants. We're all descended from immigrants. Newcomers have always been the lifeblood of our nation. Qui est l'homme le Québécois le plus populaire au monde? A quiz. That's a good one. Do you know? Georges Saint-Pierre. Who is that? Céline Dion. Céline. He isn't a man. She isn't a man. L'homme plus populaire is Sugar Sammy. Are you kidding? No. No. Chicago maintenant, it's fantastic. It's the future. And I think that Quebecers have to face that this is the future of Quebec. So I don't like a government telling us how we should dress, particularly since this is clearly aimed at our Muslim community. I don't like this. So I said it in a cartoon. I must admit I overreacted a little bit. I should not have used the KKK symbol. And it was a little strong. La prochaine fois, je trouverai une façon plus subtile de la dire. But I'm going to keep saying it, you know. Okay. I really want to address the business of being anti-Québécois. I really resent that, and I'm getting a lot of stuff on Facebook. Si je fais une caricature au sujet du gouvernement américain, I'm not being anti-American. What I'm doing, you know, I love Americans. I mean, I spent 3 months of my life in America. So it's strictly against the political actions that are going on. So any idea that I'm somehow being anti-Québécois, a blanket anti-Québécois, and attacking the government, this is what we do. But in any case, I do regret using the KKK symbol, and I do apologize for that if anybody knows how they joined. It was a little strong, okay? But hey, at the same time, j'ai un cadeau pour Monsieur Vachon et pour le McCord. Hold that. It doesn't look very dangerous. Ça, c'est le dessin ou le KKK. It's a little bit of history, right? You want it? Of course. Okay. Okay. Thank you, Terry. All right. Well, thank you for that explanation. Do we have time for questions? On a le temps pour des questions? À Terry ou à Christian? Oui. Mr. Mosher. Yes. Hi, Mr. Vachon. I came here for that. Okay. I'm very offended, very, very offended. I just apologized. I know, but it's not enough for me, because I would like to know. I'm French Quebecer, Québécoise. I'm very proud. I love Montreal, as you do. We have a lot in common. And so, for me, it's not over, because I would like to know, how can you associate a Democratic Party, who is now our government, as it is your government, to a criminal association like the KKK. And by the way, this is Black History Month. I worked for the Obama campaign in 2008. I have African American in US, in Louisiana, which is one of the most racist states in US. So, and I am a supporter of la CAQ. I've been a liberal before. I've been an executive in the Quebec Liberal Party. And so I'm still a federalist, but this kind of thinking doesn't help to stay a federalist, because it represents a point of view that is, for me, racist. And so I heard your apology. I speak to you in your own language, but I would like to know what was the intent before that. I heard your explanations about the policies of la CAQ, okay?
So there will be a debate, as there were debate. I'm still old enough to remember what happened when Bill 101 was adopted and all the demagogy surrounded it. So you're still here. English-speaking community in Quebec is doing very well. Is doing very well in Montreal. You're still there. But we are part of the only French-speaking majority state in North America. We have the right to express our own values. Je comprends, madame. So we have differences of opinions, but to associate a democratic party, a government that was elected to this criminal organization was way beyond humor. And I want, a real sincere apology, because I hope that you know that you have a role as an influencer in the English-speaking community. I'm not a regular reader of the Gazette, but I don't know what you had in your mind when you did this. It is very offensive. Thank you. Okay. Merci, madame. I understand you're upset. I've addressed every one of those points that you made. And what should I say? I mean, I've apologized. Je pense que c'est peut-être une conversation qu'on pourrait avoir à un autre moment parce qu'on a une présentation sur un autre sujet. Mais je vous remercie d'avoir partagé votre point de vue. Je pense qu'il y a souvent un débat public. C'est important de comprendre que le caricature n'est pas en public. The Gazette said, no, we won't publish this. No, but you intend to publish it. That was your intent. No, I put it on Facebook. Then I got death threats. And so Facebook took it down. It's contentious, I understand. But in the heat of the moment, I made a mistake. I've apologized. Frankly, madame, there's nothing else I can do. That's it. Hi. Merci à vous deux. J'ai une autre question, en fait, qui n'a aucun rapport. Merci à vous deux, à Christian, de cette présentation vraiment intéressante et à votre générosité à tous les deux. Moi, j'avais une question, en fait, une des choses qui m'intéresse, c'est, well, maybe I'll ask it in English, is how, when you have a politician and you distort their features, right? How do you do it? Like, what's your process? And because you seem to not arrive at a final representation of the person, and they change a lot depending on the context, maybe. And you're thinking about them changes too. A politician takes on baggage. Look at a Chapelot caricature. I mean, they take on baggage. They start. When Paul Martin came along, I didn't know what to do with him, so I drew a blank face. He was insulted. He said to a Gazette reporter, "You tell that Aislinn I really am interesting." But with time and the way the glass is set on his, and the blank space within his teeth, he began to grow the caricature. So not only did the politicians, they age very rapidly in politics. Not only they age, but your conception with issues that come along that they deal with, they develop, they evolve. So a caricature evolves. It's fun, yeah. Does that answer? Yes, it does. Thanks. And if I can just ask a follow-up, are you then influenced by how other caricaturists show much. Does that enter at all, or not much? No. Would you look at another one and say, "Oh, good one. Yeah, I hadn't noticed that about their eyes." Or I always finish my cartoon, but before looking at anybody else's. But no, I think it's personal. I've had conversations with Serge Chapelot about this, and it's very important to him to draw like himself. Merci de votre présentation. Je voudrais savoir quel est le politicien, peut-être que vous avez en partie répondu à mais qui est le politicien qui a le plus apprécié vos caricatures, qui a vraiment beaucoup aimé de se voir caricaturé par vous, et qui est le politicien ou la politicienne qui a le plus détesté être caricaturé par vous. Je trouve ça intéressant de voir comment vous influez les politiciens. Ce qui est dit, Robert Bourassa a collecté des dessins originaux. La même chose avec Paul Martin.
Who didn't have a sense of humor? Most of the others. Stephen Harper. Lévesque. I knew René Lévesque very well. We used to drink together. I'm not going to tell you those stories, but he was a gambler. He hung out in Chinatown. We both did. And he loved the cartoons until the end. Yeah, now, he didn't like them at the end, but he was, you know, they all react very differently. Trudeau secretly liked cartoons, but he wouldn't admit it. His son told me that. He loved the cartoon that Christian showed. His favorite cartoon ever was of Quebec beating the drum and Canada saying, "Here we go again." Here we go again. That was his all-time favorite cartoon. You hear reactions from different politicians. Who else? I'm trying to think. That's about it. Those are the superstars. Okay? Does that help? Yeah. Oui, bonjour. Oui. Mais, premièrement, j'aimerais vous féliciter pour votre carrière exceptionnelle, pour la conférence, en fait. Merci. Vous avez parlé du dessin de René Lévesque avec Robert Bourassa, et vous avez mentionné que vous avez fait le dessin avant d'écrire la caption. Oui, ou mais la sans joke. les lignes, everybody take a volume. C'est J'ai ça. écrit les deux visages. Exactement. Est-ce que vous faites ça souvent lorsque vous dessinez, c'est-à-dire de... Non, Non, mais c'est un événement spectaculaire. Et pour cette raison, je fais en préparation les deux visages. OK. Mais après, c'est très vite. J'ai fait la caricature et boum. OK. Puis j'aurais une autre petite sous-question. Est-ce que vous utilisez un crayon graphique, c'est-à-dire sur une tablette, ou bien vous êtes encore traditionnel Traditionnel. à mine ou encre? Traditionnel, mais après le dessin est fini, je scanne Numérise. dans l'ordinateur et je fais des manipulations après ça. La couleur, par exemple. Dans des Photoshop. Les ou, tweaks. Ouais. Excellent. Mais non, je préfère traditionnel. Parfait. Merci. Est-ce qu'il y a encore des questions? Oui. Yes, it's fantastic. As you're getting older, I think you're getting better, but I find I still upset people. That's something. That's right. At That's 76, I'm still kicking from time to time. How come music writers or musicians seem to hit their peak in the 20s, like the Beatles, Paul McCartney, and then after that they seem to dry up, you know? But in your case, you're an artist. You seem to be getting better, and painters maybe get better with time, but like songwriters don't seem to be able to sustain it. That's very nice of you to say that. I think some run out of steam, but others want to keep going. Hokusai was one of the greatest Japanese artists of all time. And the last words he said when he died at 81 years old, after producing thousands and thousands and thousands of drawings and paintings, the last words he said, "I'm an old man crazy about drawing." At the heart of it is les dessins. I love to draw. My heroes. I'm writing a biography right now on Duncan McPherson, the great Toronto Star cartoonist. I think he's the greatest cartoonist in Canadian history. And right from age 2 or 3, he drew beautifully. I think we've lost our appreciation for drawing. You know how have teachers in art schools who don't know how to draw. You don't have gallery owners who don't understand drawing. I think it's starting to come back with graphic novels, the appreciation of good drawing. But I love to draw, and I think that drawing will win. It's just a bonus that you get to do sort of clever stuff. Do you find it easier or harder as you move up? Easier to draw and come up with ideas. It's easy now. I used to worry, and sometimes too I get a little wrong, and I realize, well, tomorrow's another day. Like maybe a KKK guy or something.
mistake, you know. Anyway, we're all human. And anyway, does that answer your question? Yes, very good. Thank you. Thank you. Okay. Merci, je pense que ça clôt la séance de questions. Mais on invite tout le monde à rester pour la séance de dédicace avec Aiseline, pour un verre de thé. On remercie profondément Christian et Aiseline de leur présence aujourd'hui, d'avoir pris le temps de répondre aux questions aussi du public. Alors, merci et à la prochaine. Merci.